Je vais devoir faire deux choses en même temps. Introduire la table ronde, et puis, voilà, je suis allée un peu trop loin. Voilà. Introduire la table ronde, et puis vous donner les petits résultats d'un questionnaire qu'on a fait passer, notamment au Conseil citoyen de Saint-Gilles. Alors, cette table ronde, l'objectif est de vous amener des éléments de réflexion sur la manière de concilier la préservation du vivant et la protection du patrimoine, des patrimoines au pluriel, et le développement économique. Quelle place de l'humain dans le monde de demain ? Comment est-ce qu'on peut continuer à vivre, à se développer, tout en préservant les conditions de notre vie et comment être un dans le vivant. Donc, quelques éléments de réponse vont vous être apportés par les intervenants qui vont témoigner de l'expérience de sites inscrits au patrimoine mondial et ou désignés réserve de biosphère. Nous avons accueilli tout à l'heure monsieur Raphaël Matevé, chercheur au CNRS, qui nous a présenté les grands enjeux environnementaux. Nous accueillerons ensuite Didier Babin et Catherine Sibien du comité français du programme MAB, qui nous présenteront les programmes UNESCO. Et puis des binômes interviendront pour vous présenter des actions concrètes et convergentes en matière de gestion des espaces, d'animation, de sensibilisation et de médiation. Comment, en fait, de manière très concrète, les politiques de préservation et de valorisation des patrimoines sont mises en œuvre sur le terrain. Voilà, c'est ce que nous disent ces expériences, c'est ce que nous diront nos binômes dans cette table ronde. Voilà. Donc, je vais vous présenter très vite un petit questionnaire qu'on a réalisé. Je dis on parce qu'il y a eu en fait plusieurs associations de sollicités et conseils citoyens et conseils de développement du Pays d'Arles, conseil citoyen de Saint-Gilles, Ville Fleurie et d'autres acteurs associatifs à qui on a demandé tout simplement ce qu'ils entendaient par patrimoine. L'objectif était de voir quelles étaient nos représentations par rapport à l'UNESCO, par rapport au patrimoine, ce qu'on mettait de manière spontanée derrière ces mots-là, de manière à inviter les intervenants à répondre et à réagir à ce que les répondants nous ont dit. Alors il y a eu entre 30 et 40 réponses qui ont été analysées et qu'on a synthétisées. Donc, alors, je suis allée trop loin. Voilà, donc comme je le disais, on a interrogé quelques membres de conseil de développement du Pays d'Arles, de l'association Ville Fleurie, l'association culturelle de Saint-Gilles et le conseil citoyen. Donc quand vous entendez le mot patrimoine, qu'est-ce que cela vous évoque spontanément ? Alors à cette question, les réponses se sont orientées sur des notions de richesse, de valeur, de tout ce qui est précieux en fait. Ça peut concerner aussi bien le matériel et l'immatériel. Le mot patrimoine, c'est avant tout ce qui nous vient des anciens, l'héritage. Quand vous entendez le mot culture, alors la culture, elle amène des choses beaucoup plus vivantes. Le patrimoine va amener des mots assez figés, des notions un peu plus figées, mais dès lors qu'on parle de culture, c'est l'ouverture, l'expression, l'éveil, tout ce qui est au dehors, le partage, les arts, les savoirs, avec des dualités, des ambivalences. C'est à la fois, la culture, c'est à la fois ce qui va relier le passé et l'avenir, des sentiments positifs et négatifs. C'est un grand tout. Et je dirais ce qui la distingue du patrimoine dans les réponses, c'est effectivement quand on se positionne dans la culture, on est dans le nous et on en est quelque chose de plus vivant et de plus actif. On a demandé également pour vous à quoi cela sert-il de s'occuper des patrimoines ? Alors, ce qui revient le plus, c'est que le patrimoine, c'est ce qui permet de créer des liens, et notamment des liens entre le passé et l'avenir. C'est ce qui permet de préserver, de conserver pour transmettre. Donc, on va faire en sorte de ne pas oublier, on va faire en sorte de garder des traces pour pouvoir transmettre aux générations futures. Ensuite, on a demandé, pour vous, l'UNESCO, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert, l'UNESCO ? Donc, dans les réponses qui ont été faites, il y avait l'idée d'une grosse machine quand même, d'une grosse institution, quelque chose qui en impose. Quelque chose qui en impose et puis qui légitime. La principale, ce qui revient dans les réponses, c'est l'idée que ce soit à travers un label, que ce soit à travers des actions, l'UNESCO, c'est ce qui permet de donner une valeur à quelque chose et que cette valeur, elle soit authentifiée en quelque sorte.
Donc la dimension internationale et universelle, elle revient dans pratiquement toutes les réponses, et aussi la notion de patrimoine majeur ou d'art majeur, c'est-à-dire que l'UNESCO est là pour garder ce qui est important, ce qui a de la valeur pour nous. Elle a aussi un rôle, c'est celui de garde-fou, de protéger, de conserver. L'UNESCO, dans les réponses, c'est cet organisme qui va permettre de faire en sorte que, effectivement, comme je l'ai dit, de conserver ce qui est précieux, mais surtout de le signaler, de faire en sorte que l'humain, voilà, n'aille pas détruire ce qui serait indispensable et précieux pour les générations futures. Donc il y a également un lien avec les rôles de l'UNESCO. Donc dans la préservation de la paix, c'est l'éducation qui va permettre de préserver la paix entre les hommes. Dernier point, quel patrimoine souhaitons-nous transmettre à nos enfants ? Eh bien, ce qu'il ressort de ce dernier item, c'est que quand on parle du patrimoine qu'on doit transmettre à nos enfants, on rentre dans l'affect. La vision qu'on a du patrimoine, elle dépasse l'idée du patrimoine bâti, de quelque chose, comme je disais tout à l'heure, d'un petit peu figé qu'il y avait dans les premières réponses. Là, on est dans ce qui compte pour nous. L'UNESCO, au final, peut permettre de préserver ce qui est véritablement précieux, mais précieux pour l'humanité, mais précieux aussi pour chacun, individuellement. Donc, dans les réponses, on avait à la fois des choses qui concernaient l'individuel et le collectif, du territoire au monde, et des choses qui nous spécifient aussi. C'est-à-dire ce qu'on doit léguer, c'est quelque chose qui parle de nous en tant qu'être humain, individuel, famille, mais aussi de nous, l'humain en général, et l'humanité qu'on doit léguer, des traces de l'humanité aux générations futures. Donc, ce qui est intéressant aussi sur cette dernière réponse, c'est que entre le patrimoine naturel dans cette dernière réponse, toujours. C'est-à-dire que quand on se demande ce qu'on doit léguer à nos enfants, et ça c'est intéressant, si on a des réponses sur la première question qui ne font pas forcément référence au patrimoine naturel de manière spontanée, en revanche, sur cette dernière question, quand on se demande que doit-on léguer à nos enfants, la question du patrimoine naturel, elle revient à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a vraiment conscience que c'est du patrimoine culturel et naturel qu'on doit léguer à nos enfants. Voilà. Donc je m'arrêterai là. L'objectif de ce petit questionnaire, c'était de permettre éventuellement aux intervenants de rebondir. Et donc je vais appeler nos premiers intervenants. Donc j'appelle Madame Sibien. Voilà. Et monsieur, excusez-moi, j'ai perdu. Voilà, mes notes. Voilà. Donc, j'appelle Madame Catherine Sibien et Monsieur Didier Babin, donc du Comité français du programme MAB, qui présenteront les programmes UNESCO. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Enfin, bonsoir, plus exactement. Alors, vous nous avez proposé de rebondir. Je vais rebondir sur ce qu'est l'UNESCO, peut-être. Donc, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, constituée juste à l'après-guerre. Effectivement, c'est une grosse machine puisque c'est une organisation intergouvernementale, ce qui veut dire que ce sont les États membres qui siègent, ça fait partie du dispositif des Nations Unies. Et donc, au fil du temps, un ensemble de dispositifs ont été mis en place à l'UNESCO. Donc, notre table ronde s'intitule « Réserve de biosphère et patrimoine mondial » et peut-être je vais prendre quelques minutes pour expliciter brièvement ces deux appellations, ces deux désignations par l'UNESCO. Donc, beaucoup des réponses au questionnaire qui portaient sur le patrimoine, sur la valeur à garder, sur cette idée de patrimoine à conserver, à transmettre, beaucoup de ces questions-là sont liées probablement dans vos réactions à l'inscription de sites, soit des sites culturels, des bâtiments, par exemple, comme celui qui est tout juste derrière, soit des sites naturels au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est probablement la reconnaissance de l'UNESCO qui est connue par tout le monde. D'abord, l'appellation est belle, patrimoine mondial, ça évoque, je pense, pour chacun d'entre nous, quelque chose de porteur, d'ambitieux,
qui fait un petit peu rêver. Donc, les sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ils ont été mis en place dans le cadre d'une convention qui lie donc les États. Et leur objectif, c'est de pouvoir garder en l'état, garder en bon état des monuments, des sites naturels, des paysages, pour les transmettre en l'état aux générations futures. Donc, quand on inscrit un site au patrimoine mondial, on doit caractériser ce qui en fait la valeur. Une valeur qui est universelle et exceptionnelle. Et donc, les sites inscrits au patrimoine mondial, leur vocation, c'est de conserver cette valeur universelle exceptionnelle pour la transmettre. Cette convention date de 1972. Les réserves de biosphère, c'est une autre désignation par l'UNESCO, que Didier Babin a un petit peu présenté déjà tout à l'heure, qui a été mise en place dans le cadre du programme scientifique sur l'homme et la biosphère. Et là, l'idée qui était à l'origine, comme il l'a dit tout à l'heure, n'est pas celle de transmettre un patrimoine tel quel et en état. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à construire un équilibre entre les sociétés humaines et le reste du vivant, et finalement de retrouver des trajectoires plus positives pour les deux parties, de s'inscrire dans ce qu'on appelle aujourd'hui de façon commune le développement durable. C'est donc vraiment l'idée d'un équilibre et l'idée de trajectoire. Alors, une réserve de biosphère, elle a un certain mode d'organisation, c'est-à-dire qu'un territoire peut demander à devenir réserve de biosphère et doit pour ça remplir un certain nombre de critères. Donc, il faut laisser une place à la nature avec des aires qui sont protégées. Et puis, il faut que les gens s'organisent pour avoir un projet de développement durable. Et finalement, se projeter dans l'avenir pour tenter d'améliorer les situations. Et en ça, les deux programmes sont assez différents dans leur finalité. Et pour autant, il y a pas mal de réserves de biosphère qui incluent des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le cas ici en Camargue, c'est le cas dans les gorges du Gardon, il en sera question tout à l'heure. Il y a beaucoup de sites comme ça. Alors il est évident que quand dans un territoire on a un monument magnifique ou un paysage magnifique qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, très souvent, ça génère beaucoup de tourisme, ça génère des visiteurs, et il va falloir vraiment bien réfléchir à la manière de les accueillir et de faire en sorte que les afflux de visiteurs, finalement, profitent à la population sans nuire à l'environnement qui est là. Donc, évidemment, s'il y a trop de gens dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau, il va falloir s'occuper de savoir comment on va gérer des choses comme ça. Donc, la réserve de biosphère, elle peut, lorsqu'elle entoure le site inscrit au patrimoine mondial, elle peut être un lieu de discussion sur la bonne articulation, finalement, entre l'accueil de beaucoup de visiteurs et la gestion de ressources. Et il y a pas mal de sites où il y a une forme de complémentarité intéressante qui peut être trouvée. Pour rebondir également sur la première partie de la discussion, finalement, je suis arrivée à cette table ronde avec un sentiment enfin, un double sentiment, à dire vrai. À la fois une forme de pessimisme face à la situation dans laquelle on se trouve, avec l'ensemble du panorama scientifique dont il est question tous les jours et qui génère, c'est évident, une grande angoisse, et simultanément une forme vraiment de joie d'être dans cette salle, dans ce processus de séjourner, de ce festival ACT, avec des gens qui se mobilisent depuis 1 an pour essayer à l'échelle de leur ville et de ce qui entoure leur ville, de construire un projet par le dialogue, par de l'éducation, par des discussions
que vous menez et que vous allez mener dans les jours qui viennent. Et ça, je dois vous dire que ça me fait du bien parce que c'est tout à fait l'esprit des réserves de biosphère. L'esprit des réserves de biosphère, c'est de dire on a en main notre avenir commun, mettons-nous autour d'une table, quelles que soient nos divergences, nos façons différentes de voir, partageons et essayons de trouver un cheminement qui ira vers du positif. Et donc, ça, c'est ce qui se passe là. C'est vraiment une très belle initiative. Et du coup, face à cette espèce de constat très, très noir, il y a quand même énormément d'initiatives dans les réserves de biosphère en France et dans le monde qui donnent beaucoup d'espoir. Il y a énormément d'initiatives, par exemple, pour faire évoluer notre façon de produire l'alimentation en termes d'agriculture. Il y a énormément d'agriculteurs, mais également de filières, de collectivités qui se mettent, qui ont des initiatives propres et qui discutent pour essayer de faire transformer un système agricole, souvent polluant, etc., vers de l'agriculture locale, vers de l'agriculture plus respectueuse de l'environnement, etc. Il y a énormément d'initiatives qui permettent également, en termes d'éducation, vous avez parlé des 300 enfants qui sont venus aujourd'hui visiter le patrimoine naturel. Là aussi, en termes d'éducation, il y a énormément d'initiatives, de projets comme les aires éducatives pédagogiques les aires pédagogiques terrestres ou marines qui donnent en gestion des bouts de nature à des enfants et qui leur permettent de mettre la main à la pâte et de voir finalement que gérer un bout de nature, y a beaucoup de gens qui sont impliqués, avec lesquels il va falloir parler, avec lesquels il va falloir faire des compromis. Donc ça, c'est aussi l'apprentissage de la vie et du dialogue. Il y a beaucoup d'initiatives en faveur de la biodiversité, en faveur de la réduction d'énergie. Je pense par exemple à toutes les trames noires qui sont mises en place. Trames noires, ça peut faire peur, mais il y a une très belle réserve internationale de ciel étoilé, pas très loin dans les Cévennes, et qui s'étale autour du territoire des Cévennes et qui vise à la fois à retrouver la qualité du ciel nocturne, qui a beaucoup d'intérêt pour les espèces nocturnes, qui a également beaucoup d'intérêt en termes d'économie d'énergie. Donc ça, c'est des initiatives qui sont portées ici ou là et qui ont vocation, j'ai envie de dire, à faire des petits et à se diffuser au-delà. Donc tout ça, c'est porteur d'espoir. Il y a aussi beaucoup de territoires qui mettent en place de la reconquête de la biodiversité sur des espaces qui étaient dégradés et qui vont être mis en gestion avec un objectif de reconquête de biodiversité. Je pense par exemple à des restaurations de rivières, des restaurations de bras morts qui avaient perdu beaucoup d'intérêt, qui étaient abîmés et sur lesquels des moyens sont mis pour retrouver une place à la nature, pour laisser circuler les espèces, les poissons, etc. et pour vraiment redonner de la vie aux rivières. Donc il y a un virage à prendre, il y a certainement des choses à accélérer, à amplifier, mais il y a énormément d'initiatives dans tous les domaines. Je pense également à l'aménagement du territoire. Au jour d'aujourd'hui, on doit veiller à tout espace naturel qu'on va transformer ou artificialiser. La dynamique qui est engagée depuis les 50 dernières années, il faut en sortir, il faut faire complètement autrement. Il faut retrouver des espaces de nature, il faut arrêter de bétonner et au contraire retrouver des espaces. Et ça, il y a des endroits où ça se fait bien, où ça se planifie, où ça se programme, où des schémas d'aménagement locaux sont réellement ambitieux. Sur l'architecture également, le bâtir local, comment finalement, au lieu d'aller chercher des matériaux fort loin, les trouver tout près. Il y a beaucoup de projets dans les réserves de biosphère françaises qui portent sur des choses comme ça. Et il y a aussi certainement beaucoup d'idées à prendre. Donc le travail qu'on essaie de mener au niveau du MAP France, c'est de collecter ces bonnes pratiques
et de les diffuser du mieux qu'on peut. Il y a aussi beaucoup d'autres initiatives que la nôtre dans ce domaine-là. En fait, il y a plein de solutions, il suffit de les appliquer. Donc ici, vous avez commencé, et ça c'est formidable. Merci. Peut-être M. Babin, si vous voulez rajouter quelque chose avant que on accueille les binômes. Pas grand-chose à rajouter. Je vais faire comme Raphaël, je vais me mettre en base 3 et je vais donner 3 raisons d'être optimiste. Tout à l'heure, je ne l'ai peut-être pas été assez. Le premier, c'est effectivement de voir ce qui se fait à la fois au niveau français et ce qui se fait à l'échelle internationale. Donc les réserves de biosphère et le programme MAB, c'est avant tout un réseau donc, de ces 701 réserves à travers le monde. Et quand on pouvait, on se rencontrait. En tout cas, on continue à échanger. Et on voit à quel point, dans les différents contextes culturels, économiques, écologiques, les gens font preuve d'initiative, font preuve d'intelligence. Et trouvent des solutions à des questions qui sont parfois complexes. Mais c'est très enrichissant, et c'est très enrichissant de partager et d'échanger et de voir effectivement à la fois les bonnes mais aussi les mauvaises pratiques. Et on apprend des fois mieux des mauvaises que des bonnes. Mais voilà, on peut échanger sur l'hyperfréquentation par exemple, les ressources en eau, mais aussi sur des choses qu'on n'a pas forcément en tête, mais sur le rapprochement avec la nature dans différentes conditions. Voilà. On peut trouver sur notre site et ailleurs plein d'initiatives. La deuxième raison, à mon avis, d'espérer, en tout cas de mon point de vue, c'est de voir à quel point les acteurs économiques s'emparent de ces questions-là. Depuis une vingtaine d'années, je vois à quel point, notamment les entreprises, ont compris. Il y a les entreprises qui ont compris qu'elles font partie éventuellement du problème, mais qu'elles font surtout partie de la solution. Et plus ça va, plus ces entreprises s'engagent en fait à mieux respecter l'environnement, mais au-delà de ça, à mieux respecter les citoyens. Et puis le troisième pour moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est effectivement de voir comment à travers les générations, cette prise de conscience est de plus en plus importante. Je vais donner simplement une petite anecdote qui montre cette question du patrimoine. La première fois où j'étais en Afrique, je me suis retrouvé dans des zones un peu sèches où il y avait beaucoup de problèmes avec le bois et les forêts. Et les villageois qu'on avait rencontrés nous expliquaient qu'ils étaient obligés d'exploiter la forêt parce qu'ils avaient besoin de se chauffer, qu'ils avaient besoin de cuire leurs aliments, etc., etc. Et au fil de la discussion, et avec l'arrivée des jeunes et l'arrivée des femmes, la discussion s'est portée sur l'avenir. Et la question était de savoir jusqu'où ils pouvaient continuer à exploiter cette forêt de manière non durable. Et en se projetant de génération en génération, à un moment, il y a eu une sorte de brouhaha dans la discussion avec le village. Et je me suis retourné vers mes collègues. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une bourde, on a dit quelque chose qui n'allait pas. Ils dit, non, laisse faire, on va voir. Et en fait, les gens ont repris la parole en disant, mais vous avez mis le doigt sur un vrai problème. C'est qu'à un moment, il n'y aura plus de forêt. Et à ce moment-là, notre village et nos enfants ne pourront pas rester. Ils seront obligés de partir. Et c'est un vrai souci, justement, de réfléchir à comment cohabiter avec cette biosphère. Voilà. Et donc, partout, j'allais dire, la question se pose, quand on a vraiment besoin de cette forêt ou de ce bois pour se chauffer, se nourrir, mais aussi à travers toute notre relation avec la nature. Merci beaucoup. Comment habiter, c'est à cette question
Comment cohabiter? C'est à cette question donc, que les intervenants qui vont suivre vont également répondre en présentant des expériences concrètes, médiation, sensibilisation. Ce que je vous propose, si vous voulez, comme vous le souhaitez, hein, vous pouvez revenir par la suite, et si vous voulez, vous pouvez rester, vous décaler un peu et rester sur scène, de façon à pouvoir être présent lors des réponses aux questions et de constituer une véritable table ronde. Donc, à suivre, donc j'appelle Monsieur Jean-Marie Chanabé, j'espère que je l'ai bien dit, du syndicat mixte des Gorges du Gardon, et Sébastien Arnaud de l'EPPC Pont-du-Gard. Attends, je sais pas. Oui, pardon. Non, je vous en prie, vous pouvez... Non, je vous laisse faire. Enfin, voilà, voilà. Donc, vous êtes chez vous. Voilà, donc premiers intervenants, donc les premiers intervenants vont nous présenter un petit peu le cadre global donc des programmes de l'UNESCO. Dans les deux interventions qui vont suivre, l'idée est de vous montrer concrètement sur le terrain comment ça se passe, comment on agit. Je vous cède tout de suite la parole. Je présente le cadre général. Sébastien? Je sais pas, vas-y, fais, vas-y. Bonsoir. Je ne sais pas si le micro fonctionne, c'est bon? C'est bon? Pardon. Oui. Bonsoir à tous, merci pour votre invitation. Donc moi je suis Jean-Marie Chanabé, le directeur du syndicat mixte des Gorges du Gardon, qui est l'établissement qui anime, coordonne la réserve de biosphère. Et nous interviendrons ce soir à deux voix avec Sébastien Arnaud, le directeur de l'EPCC qui gère le monument. Ce que je voulais vous présenter, alors je sais qu'on est contraint en temps, donc je vais aller assez vite. Il y a un temps d'échange qui est prévu en fin de présentation tout à l'heure dans le cadre de la table ronde. Donc si vous avez des questions, ça sera beaucoup plus interactif, donc je vais m'efforcer d'être concis. Juste pour quand même resituer le site, donc les Gorges du Gardon et le Pont du Gard, c'est un site classé au titre de la loi de 1930. Initialement, vous aviez... Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà, je ne suis pas dans le bon sens. Initialement, vous aviez deux sites classés. Donc, le site classé du Pont du Gard qui est en jaune, le site classé des Gorges du Gardon qui est en vert. Et ces sites ont été étendus en 2013. Et aujourd'hui, vous avez 7800 hectares qui sont protégés au titre notamment de la loi de 1930. Et donc vous avez le nouveau périmètre en violet. Donc on est nous sommes sur un territoire qui est à la fois reconnu au niveau national à travers ses protections au titre des sites classés, mais qui est aussi reconnu. Alors là, décidément, ça ne marche pas très bien, ça y est. Qui est aussi reconnu au niveau international, à la fois par l'UNESCO. Au titre du Pont du Gard, du patrimoine mondial, mais également depuis 2015, les Gorges du Gardon sont reconnues et ont été labellisées réserve de biosphère. Donc, ce qu'on voulait vous présenter ce soir, c'est essayer, une fois que le cadre général a été présenté par Didier Babin et par Catherine Sibien et Raphaël, de vous présenter quelques exemples concrets des actions qui peuvent être conduites sur ces territoires
Donc en fait, c'est vous faire part de notre retour d'expérience et vous montrer comment ces dispositifs, à la fois patrimoine mondial et réserve de biosphère, peuvent être complémentaires. Avant de passer aux exemples concrets, je veux rajouter quand même quelques éléments parce que j'ai entendu la présentation que vous avez faite tout à l'heure. Je pense qu'on ne peut pas réduire la gestion d'un patrimoine mondial à sa simple préservation. Pour sa transmission aux générations futures, c'est certain, mais quand on est à la tête d'un établissement public qui gère un monument inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, donc qui est reconnu pour ses valeurs universelles, eh bien, on ne se cantonne pas seulement à le préserver et de faire en sorte qu'il puisse perdurer dans les décennies et les millénaires à venir. On a un plan de gestion qui organise aussi la relation du monument avec son environnement, les messages que l'on doit faire passer aussi aux visiteurs en matière de connaissance du lieu, du site, mais aussi son ancrage local avec les populations, avec les territoires. Aujourd'hui, le Pont du Gard, c'est un territoire d'influence qui va bien au-delà de son seul périmètre aujourd'hui qui est 160 hectares. C'est un territoire qui va d'Uzès à Nîmes, parce que c'est l'aqueduc de Nîmes qui enjambe les gorges du Gardon, parce que sans les gorges du Gardon, eh bien, il n'y a pas de Pont du Gard, et donc les gorges du Gardon font partie intégrante de la zone d'influence du Pont du Gard. Et puis au Moyen-Âge, le Pont du Gard servait de pont pour emmener les animaux de Uzès à Beaucaire, et là aussi, on a aussi une zone d'influence. Et donc on voit, il y a les périmètres administratifs qu'on vous a présentés, et puis il y a la réalité sur le terrain avec un établissement public qui rayonne bien au-delà de son seul périmètre. Et c'est important de le rappeler parce que les missions que l'on porte aussi auprès des enfants pour leur expliquer bien, les enjeux de la protection du monument, l'accès à la culture, les enjeux de protection de la biodiversité, du réchauffement climatique, bien, tous ces éléments-là font partie intégrante de notre mission, mais aussi du développement économique, parce que on finit toujours par, à un moment donné, parler de tourisme, et le tourisme, s'il n'est pas géré, eh bien, il est nocif pour nos territoires. Voilà. Et donc, c'est tout ça aussi un établissement public du Pont du Gard qui n'est pas simplement là pour mettre sous cloche le Pont du Gard, et puis pour que dans 20 ans, 30 ans, on puisse encore le voir. Alors justement, puisqu'on évoquait la question de la mise sous cloche, vous avez à la diapo qui s'affiche les objectifs qui guident nos actions quotidiennement. Et ce qui est difficile, particulièrement difficile au sein des sites dont nous sommes gestionnaires, c'est d'arriver à concilier le tout, c'est-à-dire la préservation du patrimoine culturel, la préservation du patrimoine paysager, la préservation du vivant, tout en permettant l'accueil de populations, l'accueil d'estivants au mois de juillet, au mois d'août, et en favorisant le développement local. Et donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile. Et j'ai tendance à dire que les gestionnaires que nous sommes sont souvent sur la ligne de crête. C'est-à-dire qu'on ne fait pas véritablement de satisfait. Vous avez des associations de protection de la nature qui vont juger qu'on est trop laxiste, et vous avez les aménageurs, les développeurs qui vont considérer que nous sommes un peu trop écolo, voilà, un peu trop zélé. Donc je ne vais pas énumérer ces objectifs-là, mais c'était voilà, pour vous les présenter, pour vous indiquer que c'est la conservation du vivant et la conservation des patrimoines, c'est quelque chose voilà, d'assez périlleux au quotidien. C'est pour ça qu'on a la chance dans notre mode de gouvernance dans l'établissement public d'avoir l'ensemble des acteurs qui gèrent aujourd'hui nos territoires, les collectivités territoriales, les départements, la région, les mairies, mais aussi les services de l'État, où on est toujours en parfaite harmonie pour réfléchir, penser eh bien, toutes les actions que l'on mène. Et je crois que c'est ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il y a les acteurs citoyens, mais il y a aussi les acteurs institutionnels qui sont majeurs parce qu'ils portent la réglementation, ils portent le cadre national, et c'est aussi important de le rappeler. Et puis pour la plupart d'entre eux, ils portent les finances. Et on ne peut pas réfléchir aujourd'hui sans aussi réfléchir aux finances de nos institutions et de nos structures qui souvent s'empilent les unes sur les autres. Alors on aurait pu passer la soirée avec Sébastien à vous détailler
un certain nombre d'actions concrètes qui sont conduites sur ce territoire. Sébastien évoquait tout à l'heure la question de la médiation, la sensibilisation, et c'est vrai que le Pont du Gard accueille vraiment des milliers de scolaires. Donc tout à l'heure, Didier parlait des jeunes générations, et c'est un atout indéniable. On intervient sur la question de la qualité architecturale, du petit patrimoine, des questions agricoles à travers le pastoralisme, la gestion des activités de pleine nature, la protection de la biodiversité, enfin voilà, beaucoup de choses, mais on pourra répondre à vos questions tout à l'heure. Et du coup, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est juste 2 exemples. Sébastien pourra certainement vous détailler ce qui est fait par le Pont du Gard en matière de médiation, parce qu'il a une puissance de frappe qui est beaucoup plus conséquente que notre établissement. Nous recevons 2500 scolaires, donc c'est sans commune mesure avec le public accueilli sur le site du pont. Donc moi je voulais juste évoquer 2 exemples. C'est la question du redéploiement du pastoralisme. Donc dans les gorges du Gardon, en 1857, vous aviez encore 2500 moutons. Dans les années 40, il y en avait 300. Et quand le syndicat mixte s'est saisi de cette question, il n'y en avait plus du tout. Donc c'est dans les années 2000. On s'est saisi de ces questions parce que, et c'est la raison pour laquelle j'ai retenu cet exemple, c'est vraiment un sujet transversal. Parce que la question du pastoralisme, notamment quand on est en milieu méditerranéen, ça répond à la fois des objectifs écologiques, de restauration de la biodiversité, de pelouses méditerranéennes qui sont reconnues au niveau européen, ce sont des terrains de chasse pour les grands rapaces. D'un point de vue paysager, parce que historiquement, les garrigues étaient pâturées par des moutons et on avait des paysages ouverts qui aujourd'hui se sont totalement refermés. Sur la question de la lutte contre les incendies, et là ça rejoint la question de la protection du patrimoine mondial. Comme le disait Sébastien, le patrimoine mondial, il rayonne, il faut être en mesure de protéger son écrin. Et puis d'un point de vue économique, maintenir l'activité agricole, c'est important pour la conservation de ces milieux, et puis c'est important parce que les brebis ou les agneaux finissent dans nos assiettes, donc voilà, c'est un élément important. Donc juste une diapo pour vous indiquer ce qui a été fait par la réserve de biosphère des gorges du Gardon. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'évoquais le fait qu'il n'y avait plus du tout de pastoralisme sur ce site qui couvre à peu près 10 000 hectares. Aujourd'hui, on a plus de 3500 ovins. Vous avez des taureaux, parce qu'on s'aperçoit que quand même, aujourd'hui, les maladies ont tendance à rentrer dans les terres. Et donc, ce sont des milliers d'hectares qui ont été confiés en convention à ces éleveurs. Il y a un éleveur qui est présent sur le site du Pont du Gard, et qui participe à l'entretien du site, à sa préservation et à la lutte contre les incendies. Donc voilà un type d'action qui vraiment c'est une action qui est véritablement transversale et où chacun peut s'y retrouver à la fois sur des questions de développement économique, de biodiversité ou des questions sociales. Alors oui, ce qui est important quand on gère un établissement qui reçoit un peu plus de 2 millions de visiteurs, c'est aussi mesurer cette force de frappe qui est celle de ce monument et de ses visiteurs, notamment les plus jeunes d'entre eux, puisque là, depuis que le site est ouvert, c'est presque 4000 enfants qui sont venus avec leurs enseignants sur le site du Pont du Gard. J'ai bien entendu tout ce qui a été dit tout à l'heure et on voit les enjeux qui sont devant nous. Je voyais comme une touche d'optimisme ce matin tous ces enfants qui étaient sur le site, et je me disais qu'en fait c'est eux qui allaient préparer le monde de demain. Et c'est au Pont du Gard qu'ils doivent aussi trouver les outils pour penser ce monde de demain. Ils sont à un âge où on construit un idéal, et c'est là qu'ils peuvent bien être sensibilisés un peu plus, parce qu'on est hors des murs de l'école. On peut être sensibilisé effectivement au temps qui passe, parce que effectivement un monument rappelle l'éphémère et la fragilité de la vie, mais on ne peut pas réduire, je le redis, le monument
à son passé parce qu'il nous prépare il nous donne des leçons sur l'avenir et il est majeur que quand un enfant vient au Pont du Gard, eh bien, il soit confronté à l'autre parce que le monde entier vient au Pont du Gard. Le monde entier connaît le Pont du Gard. Eh bien, on est confronté à l'autre, on est confronté à la différence et on est confronté à celui qui ne ressemble pas et qui parle différemment aussi. Et donc, c'est aussi important d'avoir ce volet de relation dans la construction des enfants. On est sur un site qui est protégé, un site naturel, culturel et naturel qui est protégé. Et donc, là aussi, l'enfant se questionne sur sa relation à la planète. Quand on s'est questionné sur sa relation au temps qui passe, quand on s'est questionné sur sa relation à la planète et quand on s'est questionné sur sa relation à l'autre, eh bien, on est en train de construire des citoyens qui sont en capacité de construire le monde de demain et de se poser des questions sur des enjeux fondamentaux, vous l'avez défini aujourd'hui, autour de la protection de la biodiversité, autour du réchauffement climatique. Et c'est un lieu où on a la possibilité de faire passer des messages extraordinaires, de manière ludique, et la culture est le lien idéal pour faire passer tous ces messages-là. Voilà, donc c'est pour ça que quand on a la chance d'avoir des lieux identifiés comme uniques au monde, parce qu'ils portent des valeurs universelles, parce que ces valeurs universelles, eh bien, ce sont celles qui nous permettent de vivre ensemble. Nos valeurs républicaines sont construites autour de ces valeurs universelles aussi. Eh bien, on a tous ces messages à faire passer dans cette société qui se déconstruit. Eh bien, les rôles des établissements publics sont aussi de participer à cette reconstruction et à ce lien social en rappelant sans arrêt les enjeux fondamentaux qui sont devant nous. Voilà. Et donc, on a la chance d'avoir ces sites à proximité. Eh bien, il faut les utiliser pour la force de frappe qu'ils ont. Et puis, on ne peut pas non plus oublier, et je le disais tout à l'heure, les moyens financiers que l'on peut générer, parce que l'économie liée au tourisme eh bien, apporte aussi des moyens financiers qui nous permettent aussi de mener des actions dans le domaine culturel et dans tous ces domaines-là qui sont fondamentaux, je ne vais pas le redire. Voilà. Donc c'est ça aussi la gestion d'un monument inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. C'est ça aussi un monument qui est ancré sur son territoire, un territoire qui est très large parce qu'un territoire d'influence, je l'ai dit, va beaucoup plus loin que son seul périmètre administratif. Et on a la chance ici aussi d'avoir un patrimoine qui parle aux gens. Et en plus, dans cette région ici, on sait que le patrimoine, c'est l'identité. Et le patrimoine, il peut exclure, mais il peut surtout rassembler. Voilà. Et donc, les messages que l'on fait passer sont aussi fondamentaux. Et pour rebondir sur ce qu'indiquait Sébastien, quand je vous présentais le projet agricole avec l'ensemble de ses objectifs, il embrasse aussi le champ de la médiation, puisque vous le voyez sur la diapositive qui est derrière moi. Ce bâtiment agricole, c'est une bergerie pédagogique. Donc c'est un établissement recevant du public, c'est-à-dire comme ici aujourd'hui, vous êtes dans un ERP qui répond à un certain nombre de critères. Et ce bâtiment, on a souhaité qu'il puisse accueillir des scolaires et du grand public. Donc il répond à ces normes-là. Donc c'est pour vous indiquer que les projets, en fonction de la manière dont vous les conduisez, ils peuvent embrasser toutes les thématiques qui nous intéressent ce soir. Deuxième exemple, donc le cahier de recommandations architecturales. Et là, ça fera écho aux propos de Sébastien sur la nécessité de préserver bien au-delà du pont lui-même. Le constat, je ne le refais pas parce que je l'évoquais tout à l'heure, ce patrimoine reconnu au niveau national et international. Et sur ce territoire, ce sont, comme ici d'ailleurs, c'est pas par chauvinisme, mais ce sont les constructions qui ont façonné le paysage. Et petit à petit, les aspirations de chacun d'entre nous à disposer d'un pavillon ont rapidement porté atteinte au paysage et on a assisté à une forme de standardisation de l'habitat. Et cette urbanisation, aujourd'hui, mais je pense que c'est déjà le cas depuis quelques années, elle est peu compatible avec la conservation de ce patrimoine culturel, de ce patrimoine naturel, de ce patrimoine paysager. Donc il y avait nécessité d'agir, c'est la raison pour laquelle on a initié cette démarche. Donc c'est un document, voilà, ça s'appelle un cahier de recommandations architecturales et paysagères, ça n'a pas de valeur réglementaire, donc ça c'est important de le dire. L'idée c'est
c'est de pouvoir mettre à disposition du grand public, de l'ensemble des porteurs de projets, c'est-à-dire que ce soit un maire pour un projet de salle des fêtes, un particulier pour un projet de rénovation ou de construction neuve, un opérateur immobilier, un document qui puisse l'accompagner dans ses choix, parce qu'aujourd'hui, on a une diversité de formes d'habitat, voilà, comme je le disais tout à l'heure, qui quand même porte atteinte à nos paysages. On va également, c'est des enjeux sur lesquels on va se lancer très rapidement, c'est considérer que c'est sur ces lieux ancrés sur des territoires forts de leur histoire, penser le monde de demain. Et le travail avec les universités devient essentiel parce qu'on le voit aujourd'hui, on a besoin d'avoir des boîtes à outils où les décideurs seront en capacité de venir chercher des idées. Et pour cela, il faut avoir des lieux où on peut travailler, on peut réfléchir, on peut prendre de la distance. Et j'aime le dire à chaque fois, quand on vient au Pont du Gard, on sort du fracas du monde. C'est un lieu de quiétude, un lieu qui est apaisant. Et donc, c'est un lieu qui est propice à la réflexion et au travail. Et donc, on va nouer des relations avec les universités pour pouvoir avoir un travail de fond, fournir des outils à ces chercheurs et à ces scientifiques, des espaces de travail aussi, pour que l'on puisse travailler notamment sur des sujets qui sont importants, mais comme par exemple l'eau, la relation à l'eau. Les Romains étaient partout autour de la Méditerranée aussi, la relation à la Méditerranée. Je suis à la tête d'un établissement public de coopération culturelle et je le disais que la culture était le ciment de notre vie en commun. Et bien, on a besoin d'avoir un observatoire aussi des pratiques culturelles et de l'accès à la culture et des pratiques notamment par les enfants et pour mesurer ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Voilà. Donc ce sont aussi un axe vers lequel on veut aller. Il faut que sur nos lieux patrimoniaux, on pense le monde de demain. Donc, concernant le cahier de recommandations architecturales, vous avez les objectifs qui sont affichés à l'écran. L'idée, c'était vraiment de préserver l'identité de ce site. Quand je dis de ce site, c'est de ce territoire qui a une identité forte. Et c'était d'essayer d'améliorer la qualité des constructions ou des rénovations. Donc ce cahier de recommandations architecturales, on l'a confié au CAUE, que vous devez connaître, puisque le CAUE est une structure qui accompagne gratuitement les porteurs de projets pour leur donner des conseils en matière d'urbanisme, d'architecture. Donc c'est le CAUE qui l'a réalisé pour le compte du syndicat mixte. Et dans ce document, donc qui fait 200 pages, vous avez un ensemble de recommandations qui portent sur la manière d'implanter sa construction au sein d'une parcelle, la volumétrie à respecter, les coloris. Vous avez des éléments sur les coloris des façades, les textures des façades, la manière de faire des ouvertures, la position des fenêtres. Vous avez même des éléments sur l'aménagement des jardins. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pratique pour les porteurs de projets. Donc il y a un document de 200 pages qui concerne plutôt les prescripteurs, c'est-à-dire les architectes, ceux qui vont établir des permis de construire. Et vous avez un document plus concis, de 80 pages, qui a été tiré à 3000 exemplaires et qui, celui-là, est destiné au grand public. Voilà. Et ce qu'on a fait, parce qu'on sait les difficultés, on connaît les difficultés des fois des porteurs de projets, quand on construit ou on rénove, on a des fois un budget qui est serré. Donc ce qui a été mis en place, ce sont des permanences architecturales gratuites. Donc il y a un architecte conseil missionné par l'établissement qui accompagne les porteurs de projets. Et pour veiller à ce que ce document ait un impact sur l'ensemble du territoire, il y a une permanence à Remoulins à proximité du Pont du Gard. Ça, on essaye de s'assurer que les porteurs de projets qui sont autour du patrimoine mondial, il y a un accès facile à ces permanences. Et puis il y en a une qui est à l'opposé, voilà, pour ceux qui auraient des projets à l'autre extrémité de notre territoire. Donc on a fait l'an dernier, on a fait 9 permanences, on a reçu 24 pétitionnaires. Alors c'est pas énorme, mais bon, vous connaissez le contexte sanitaire, donc le confinement a mis en suspens cette action. Mais voilà, je pense que c'est aussi une action assez révélatrice de la complémentarité entre les deux dispositifs, c'est-à-dire la réserve du biosphère qui permet d'agir autour du pont, le pont du Gard qui a une renommée internationale, voilà, et qui rayonne également sur ce territoire.
Alors après, ce sur quoi vous devez veiller aussi, c'est sans faire la leçon non plus, hein, c'est toujours cet empilement qui est une culture française, l'empilement administratif, mais donc l'empilement de structures, de labels. Aujourd'hui, il est important de savoir pourquoi on fait les choses. Il faut que l'on soit le plus coordonné possible. Il faut qu'il y ait une véritable ambition politique pour porter ces messages-là. Et puis, les structures administratives, ça devient secondaire. Il faut que le message soit puissant. La cible, notamment les plus jeunes, parce que ce sera eux qui auront à changer les choses dans les années à venir, eh bien, elles soient bien définies, que les actions soient bien cohérentes et coordonnées, et éviter cet émiettement que l'on voit dans d'autres domaines. Et je trouve que c'est riche aujourd'hui cette idée-là, mais ne faisons pas ce qui se fait. Je prends l'exemple du tourisme, où il y a un empilement, où tout le monde fait du tourisme, sans se parler. Ne soyons pas dans des chapelles. Il n'y a pas la biodiversité d'un côté, le réchauffement climatique de l'autre, le patrimoine de l'autre, la culture enfin, et le social. Tout ça va de pair. Et ce qui est important, c'est de mettre de la cohérence et du sens. Et on a besoin de sens, et donc c'est aujourd'hui ce qui doit nous guider. Je vous remercie pour vos interventions. On voit bien effectivement qu'on se situe dans la complémentarité au niveau des acteurs sur ces espaces. On voit également à travers votre intervention que cette préservation des patrimoines, cette gestion aussi des espaces, elle passe par des actions extrêmement concrètes, hein, comme le cahier de recommandations architecturales, donc qui répondent vraiment à, je dirais, aux besoins de l'activité humaine et aussi de je dirais, concilier à la préservation des espaces au quotidien. Est-ce que je vous laisserai peut-être conclure votre intervention, si vous voulez ajouter un petit mot avant que nous accueillions les suivants. Non, enfin, la seule chose, c'est que tout à l'heure, il y a un temps d'échange, donc n'hésitez pas à nous interroger sur des thèmes qui n'auraient pas été abordés ce soir, parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, on intervient sur d'autres champs, les questions de biodiversité, de petits patrimoines. Voilà, le champ est vaste, donc n'hésitez pas tout à l'heure à nous solliciter. Merci. Donc pour la suite, vont vous rejoindre. Donc vont nous rejoindre maintenant Nils Brunet de l'Agence des chemins de Compostelle. Voilà, ici. Et Nicolas Bonton du syndicat mixte de la Camargue gardoise. Voilà. Donc je vous laisse vous installer, je vais installer votre présentation. Voilà, je vous laisse vous présenter vos activités. Pendant ce temps, je vais installer votre présentation. Bonsoir à tous, merci pour votre accueil et merci beaucoup à Henri-Luc et toutes ses équipes pour ce week-end qui s'annonce extraordinaire, et la météo est prévue et sera au rendez-vous. C'était pas certain il y a quelques jours. Alors j'avais prévu une version un peu plus longue peut-être, mais vu que l'heure tourne et si on va voir ce temps d'échange qui était prévu dans cette table ronde, je vais faire peut-être une version un peu plus courte pour vous parler de la Camargue, et avec Nils Brunet du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est donc notre fil conducteur, la réserve biosphère Camargue et le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle au titre de l'UNESCO, du site de l'UNESCO. Alors, là, je vois pas. Ouais, très bien, donc il y a la carte derrière. Donc, merci. Donc, je travaille effectivement au syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise. Donc, cette structure qui a bientôt 30 ans répond, je dirais, à la thématique de ce soir, la valorisation du patrimoine naturel et culturel d'un territoire qui est, en l'occurrence, la Camargue gardoise. Donc, cette préservation, on l'a fait au titre de la gestion d'espaces qui sont protégés pour certains, comme des réserves naturelles régionales, et d'autres ne sont pas forcément protégés, mais en tout cas, ils ont un dénominateur commun, c'est que le foncier, quelque part, est sécurisé au titre du fait qu'ils appartiennent au département du Gard. Et nous en sommes, nous, gestionnaires. Donc c'est à peu près 1000 hectares aujourd'hui que nous gérons et que nous préservons sur ce territoire-là, ainsi que des terrains du Conservatoire du littoral qui fait, je dirais, pour globaliser, à peu près 1600 hectares de terrains en gestion. Donc ça, c'est le côté préservation des milieux, de la biodiversité et de ce patrimoine donc naturel.
Ce patrimoine-là, il faut le valoriser, ça a été dit tout à l'heure au titre du Pont du Gard, accueillir aussi là où c'est possible de façon organisée et bien pensée. Sur ces espaces-là, nous accueillons du grand public, des scolaires, donc par exemple au centre du Scamandre, depuis plus récemment à la maison du Grand Site à Aigues-Mortes, à côté de l'étang de la Marette. Donc c'est des lieux qui sont ouverts et accessibles, pas tous de façon continue, mais qui doivent être valorisés et mieux connus par le grand public, par tous les publics. Donc qu'est-ce qu'on veut faire connaître? C'est en fait les zones humides, leur fragilité, et leur richesse aussi, parce que ce sont des milieux, effectivement, en termes de biodiversité, très riches. Donc ça, c'est deux gros piliers des actions qui sont portées sur ce côté de la Camargue, que vous avez donc à l'ouest ici, pour faire référence à la carte, donc le côté Camargue gardoise. Sur 8 communes, là, vous avez un périmètre qui est un peu plus large, qui s'étend sur 11 communes, mais celui sur lequel nous intervenons, c'est les 8 communes. Donc, entre autres Saint-Gilles, c'est la commune la plus au nord, je dirais, de cette zone d'intervention. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que d'autres structures en Camargue, donc sur le reste du delta, interviennent aussi à ce titre-là. Donc, sur les mêmes thématiques, sur la gestion et la préservation d'espaces et leur ouverture au public. Donc nous avons, côté Camargue gardoise, un label qui est le Grand Site de France, Camargue gardoise, depuis 2014, qui nous permet de structurer, d'organiser toutes ces démarches et ces politiques publiques sur le tourisme, sur la gestion de l'eau, sur l'agriculture, sur le lien entre l'eau et l'agriculture, sur la biodiversité et sur les effets du changement climatique aussi. Et je dirais sur l'autre versant plutôt Bouches-du-Rhône de la Grande Camargue et de ce delta, au final, parce qu'il faut parler du delta du Rhône en définitive, bien nous avons le label Parc naturel régional qui conduit des politiques semblables et assez identiques dans ce même esprit. Et qu'est-ce qui relie en fait ces deux territoires? Donc c'est la carte suivante, si. Voilà. Qu'est-ce qui va relier et qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'est ce périmètre de la réserve de biosphère Camargue, qui est le périmètre actuel. Alors il faut savoir que cette réserve de biosphère qui couvre la quasi-totalité de ce delta, il manque quelques territoires et quelques communes à l'est et un peu au nord, mais sinon l'ensemble est représenté dans cette réserve de biosphère. Une réserve de biosphère qui a été la première en France, la première des 14 qui a été citée tout à l'heure, créée en 1977. Alors elle n'avait pas ce périmètre-là, elle était plus localisée à l'intérieur du delta, et progressivement, il est paru tout à fait cohérent et logique de travailler et de conduire cette démarche de développement durable à une échelle plus large et plus cohérente, qui est celle du delta. Donc ce périmètre, depuis 2007, a évolué, et encore plus récemment, en 2016, ce qui fait que nous sommes dans une période avec un plan d'action là pour 10 ans, 2017-2027, qui nous permet de conduire un certain nombre d'actions sur différentes thématiques qui ont été abordées. On a parlé d'agroécologie tout à l'heure, donc effectivement, c'est comment mieux accompagner cette thématique et ce développement de l'agroécologie à l'échelle de l'ensemble de ce delta. C'est fédérer aussi les acteurs de l'écotourisme. L'écotourisme est un axe fort. Nous sommes un territoire connu à l'international et qui accueille beaucoup de monde. Donc il faut, dans nos démarches, et celle de la réserve de biosphère, prendre en compte cet axe-là, de fédérer les acteurs de l'écotourisme pour justement donner un tourisme de qualité. Travailler à la gestion de l'eau, parce que vous le savez, la gestion de l'eau doit être concertée. C'est l'élément clé de ce territoire, de cette Camargue, qui est extrêmement aménagé et structuré au niveau de la gestion hydraulique. Donc c'est comment on peut contribuer à harmoniser cette gestion et cette utilisation de l'eau. Et puis, une thématique pas forcément très récente, ça a été dit tout à l'heure, mais qui prend de plus en plus d'ampleur parce qu'elle est plus visible pour nous gestionnaires, pour les agriculteurs, c'est cette évolution liée au changement du climat. L'élévation de la mer entraîne très concrètement une élévation de la salinité à certains points du territoire, et donc entraîne une inquiétude
sur l'ensemble du delta des acteurs, je dirais, économiques de ce territoire. Et donc la réserve de biosphère permet aussi de traiter ces sujets avec l'appui de scientifiques, d'un conseil scientifique qui existe dans cette réserve de biosphère. Donc c'est toutes ces thématiques donc, qui permettent d'être abordées, discutées, tout ça bien sûr dans des cadres de concertation, parce que nous ne sommes ni plus ni moins dans nos structures à l'échelle de ce delta des outils de concertation avec tous les acteurs du territoire pour justement tendre et trouver des solutions. Et ensuite nous allons vers des projets et nous montons des projets pour aller chercher des financements et autres, pour répondre après, pour apporter des solutions à ces problématiques-là. Trop vite. Est-ce qu'on peut revenir? Ouais. Voilà, donc l'exercice de ce soir, c'était aussi de trouver le lien entre cette réserve de biosphère, donc qui est un label que nous avons renouvelé, je disais tout à l'heure, en 2017, et un bien UNESCO. Alors nous, on n'a pas de site comme le Pont du Gard. Le bien UNESCO que nous avons, c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui traverse au nord de notre territoire, au nord de cette réserve de biosphère, donc qui fait le lien entre Arles et Galargues, et puis après qui va dans l'Hérault jusqu'à Montpellier. Donc nous avons une partie de ce tronçon, de ces sentiers de grande randonnée qui traverse le nord du territoire et pour lequel nous avons une action qui est inscrite justement dans le grand site de France de la Camargue ardoise, qui est de valoriser et promouvoir ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc Niels va vous expliquer quelle est la démarche, juste pour vous donner les objectifs de ce projet, parce que c'est le seul exemple, en définitive, autant pour le Pont du Gard, on a bien vu qu'il y avait différents liens et projets qui sont portés entre le syndicat du Gardon et l'établissement du Pont du Gard. Pour autant, nous, c'est vrai que le lien entre cette réserve de biosphère et ce bien UNESCO, il est moins évident, a priori, mais pour autant, on se rend compte qu'il a été pris en compte dans des actions qui se veulent concrètes, parce que l'objectif, c'est d'améliorer la visibilité de ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle tout au long de cet itinéraire qui va de Arles, je le disais, qui passe à Saint-Gilles et qui va jusqu'à Vauvert pour ensuite continuer en direction de l'Hérault. Donc l'idée, c'est de le valoriser mieux dans les centres-villes, notamment du côté de Saint-Gilles, de Vauvert. Et pour cela, des plans d'action ont été définis et permettent d'engager quelques actions concrètes et aménagements concrets. Voilà, donc je laisse la parole à Niels. Merci Nicolas, bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. J'espère que vous avez encore un peu d'attention, mais j'ai l'impression que oui. Donc moi je dirige l'agence des chemins de Compostelle, qui est une association nationale qui réunit principalement des collectivités territoriales, un peu plus d'une centaine de collectivités territoriales, des communes, des départements, des régions, des intercommunalités en France, dont la ville d'ailleurs de Saint-Gilles, qui est un des membres, avec comme objet en fait à la fois de faire connaître les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, à la fois l'héritage culturel, patrimonial des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais aussi en termes de pratiques contemporaines de l'itinérance, sur l'itinérance culturelle en particulier sur ces chemins de Saint-Jacques. Et puis un deuxième volet de mission, qui est celui qui nous a été aussi confié à la fois par l'État et par l'ensemble des collectivités propriétaires, d'assurer l'animation et la gestion du bien chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, qui est un des 45 biens français inscrits sur cette liste du patrimoine mondial parmi les plus de 1100 qui sont inscrits au niveau international. Donc cette double mission est assurée par notre agence, donc à la fois un réseau d'acteurs et puis aussi un espace, j'ai entendu ça tout à l'heure, un espace de mise en cohérence en fait des actions sur des échelles, vous le verrez, qui sont des échelles qui sont quand même relativement importantes. Voilà pour ce qui est rapidement de l'agence. Peut-être montrer sur cette carte. Vous avez deux cartes. Vous avez une petite carte, je ne sais pas si elle est très très lisible, c'est pour vous montrer le maillage en fait des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle à l'échelle de l'Europe. On est sur à la fois une histoire européenne
Et on est aujourd'hui sur des pratiques avec des publics qui viennent de l'Europe entière et voire du monde entier. Sur la carte qui est un peu plus qui est en plein écran, vous avez en fait la France et puis le nord de l'Espagne, avec à la fois les chemins de Saint-Jacques, c'est-à-dire les tracés ou la continuité des tracés, en rouge pour la partie espagnole, en gris pour la partie française. Et puis vous avez sur la partie française, vous le voyez, un certain nombre de points, je vérifie en même temps, de petits carrés bleus également et de petits traits noirs. Et en fait, tous ces éléments plutôt ponctuels sont les éléments qui ont été sélectionnés par l'UNESCO au nombre de 78 composantes, vous le voyez, de manière discontinue, qui ont été sélectionnées par l'UNESCO pour témoigner de l'histoire du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc vous avez là des lieux qui sont des monuments qui sont dédiés effectivement, et qui sont des sanctuaires ou qui sont dédiés à Saint-Jacques ou à d'autres saints et qui vont illustrer l'importance des pèlerinages, du pèlerinage à Saint-Jacques comme un pèlerinage majeur, mais des pèlerinages plus largement, comme le pèlerinage à Saint-Gilles ici, et qui va réunir effectivement un certain nombre de monuments qui sont des sanctuaires, mais aussi d'autres ensembles ou monuments qui vont illustrer l'accueil et le soin des pèlerins ou les conditions du voyage et de la route. Voilà, tous ces éléments ponctuels constituent pour la partie française le bien UNESCO. Sur la partie espagnole, vous avez les traits, ce sont les sentiers dans leur intégralité qui sont inscrits au patrimoine mondial. Ce qui en fait en France un des ensembles patrimoniaux les plus importants. Et vous voyez, on est sur un objet ou une histoire commune, France-Espagne, mais des modalités d'inscription qui sont là aussi différentes. Sur la carte suivante, c'est un zoom en fait pour essayer de repérer peut-être un peu mieux les différents sites et expliquer que, d'où l'importance du réseau, expliquer qu'il y a un enjeu de solidarité en fait, puisque 71 monuments plus 7 tronçons de sentiers, finalement ça ne constitue qu'un bien. Et donc il y a des obligations de la part de chacune des collectivités propriétaires de faire en sorte de participer à cette dynamique collective et de faire en sorte de prendre soin de son monument, de prendre soin effectivement de ce qui fait partie en fait de cet ensemble et de ce qui a été reconnu par l'UNESCO pour sa valeur universelle exceptionnelle. Donc chaque élément participe en fait du récit collectif et raconte à la fois l'importance du pèlerinage sur une durée assez longue et rend compte aussi à la fois les traces et les témoignages physiques, les monuments qui nous sont transmis aujourd'hui et qui vont raconter aussi ces rituels et ces pratiques. On en a un exemple tout à fait intéressant juste à côté d'ici avec l'abbatiale, qui est une des composantes du bien. Voilà ce qui est aujourd'hui inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Ce qu'on peut évoquer, c'est que l'ensemble, comme vous le voyez à l'écran, l'ensemble des chemins de Saint-Jacques est un ensemble encore plus vaste. Le bien UNESCO est effectivement une sélection à un moment de ce qui va témoigner de cette histoire. Ce que je voudrais peut-être dire aussi, avant de passer sur quelques exemples concrets, puisque c'est ce qui était demandé, mais c'est important de le resituer, c'est qu'on est à la fois toujours en dialogue en fait entre une histoire qui est plus que millénaire, puisque le début du pèlerinage à Saint-Jacques, c'est effectivement le 9e siècle, et l'âge d'or, c'est jusqu'au 12e siècle. Mais on est sur aussi un pèlerinage qui a su se renouveler régulièrement, ce qui en fait aussi sa force. Et aujourd'hui, on est dans un énième renouveau de l'intérêt pour le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, non plus pour les mêmes motivations, même si pour une partie des personnes qui sont sur les chemins, la motivation religieuse est encore présente. Elle représente, dans les enquêtes que l'on peut faire, 15 à 20% des personnes qui sont sur les chemins. Les motivations aujourd'hui, elles sont beaucoup plus diverses. Elles sont à la fois de la curiosité, du tourisme
culturelle, une autre façon de voyager, une façon aussi de se reconnecter ou de se relier avec la nature, ça a été évoqué tout à l'heure, à travers la marche, à travers l'itinérance pédestre. C'est aussi un moyen de s'ancrer à un moment, et par un rythme lent, de ressentir aussi le rapport que l'on peut avoir avec son environnement. Et c'est un élément qui est très très fort et qu'on perçoit aujourd'hui de plus en plus fort. Mais ce sont aussi des motivations sportives, ce sont aussi des motivations de bien-être ou de mieux-être, et des motivations aussi d'ordre d'introspection ou de recherche ou de connaissance de soi. Ça a été évoqué tout à l'heure. Je me suis beaucoup retrouvé dans vos interventions préalables, qui sont aussi un moyen de se connaître soi-même et de mieux se situer dans ce monde et dans l'environnement dans lequel on est. Donc les chemins participent aussi de ça. Voilà, donc on est sur un continuum à la fois temps et espace qui est relativement important. Avec des enjeux du coup de transformation et des enjeux de transition touristique, puisque on observe aujourd'hui un regain d'intérêt pour la pratique de l'itinérance sur ces chemins d'histoire et ces chemins et ces itinéraires culturels, et donc ça engendre un certain nombre de conséquences qui sont à prendre en considération. On a, à titre d'exemple, et je pense que ça a aussi du sens dans la soirée qui est la nôtre, on a été interpellé récemment par les habitants du territoire de l'Aubrac, et notamment les agriculteurs, des estives, etc., qui aujourd'hui voient passer en année normale 20 000 cheminants, et pour lesquels les impacts sur les milieux sont très très importants, avec des personnes qui sont complètement, et c'est les témoignages que l'on a, qui sont de plus en plus déconnectés de ces réalités-là, des territoires qu'ils traversent, des pratiques agricoles, des territoires ruraux, de la manière dont ça fonctionne, etc. Donc avec un enjeu de pédagogie, un enjeu de sensibilisation qui est très très important, c'est-à-dire c'est aussi partir sur ces chemins, c'est aussi comprendre les territoires que l'on traverse, les dynamiques, et essayer effectivement d'entrer davantage en relation ou en interrelation, à la fois avec des paysages, des milieux naturels, mais aussi les personnes qui vivent dans ces territoires. Alors je voudrais juste trois petits exemples relativement illustratifs, et puis après on ouvrira la discussion. Le premier exemple, c'est ici, effectivement. L'enjeu du patrimoine mondial, quand on a un monument qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est à la fois une fierté, bien entendu. Ça donne une valeur, effectivement, à ce qui est autour de soi, proche de soi, mais ce sont aussi des obligations, à la fois de protection, de conservation, de transmission, ça a été dit, de cet édifice. Voilà. Et l'exemple ici est intéressant parce que, ça a été dit tout à l'heure, cette ville se transforme, elle se transforme aussi autour de son monument, comme un élément assez marquant qui se voit. Et la dynamique qui est portée autour de l'élément abbatial, eh bien, on a parlé aussi de projet de territoire tout à l'heure, c'est une dynamique effectivement de transformation en fait de la ville, de transformation urbaine, ça se voit, de transformation des abords, de transformation de l'abbatial, mais aussi d'éléments de compréhension en fait, à travers des espaces qui sont réouverts ou réaménagés comme le cœur, effectivement, qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement au Moyen-Âge, et qui permet de mieux comprendre l'importance qu'avait ce centre de pèlerinage au Moyen-Âge et la manière dont il a constitué en partie cette ville. Donc c'est un élément à partir duquel eh bien, on va approfondir la connaissance. C'est un travail qui est fait ici. Il y a eu un colloque il y a 2 ans sur le sujet où on a creusé effectivement un certain nombre de thématiques, et les productions, les actes vont être produits cette année. Et autour de ça, c'est une dynamique urbaine avec la question des espaces publics, la question du logement, la question de la dynamique commerciale, etc. etc. Voilà. Et autour de donc c'est effectivement des enjeux de connaissance, de préservation, mais de développement, de développement urbain, de développement économique, effectivement, tout en cherchant un équilibre qui est à garder et à observer de manière fine.
ce monument, il s'inscrit dans un territoire, il s'inscrit dans la ville, il s'inscrit aussi sur un chemin qui est le chemin d'Arles. Donc il s'inscrit aussi en interrelation, en lien avec le territoire voisin. Et effectivement, c'est aussi dans ce cadre-là que des actions ont été entreprises avec le syndicat mixte de la Camargue gardoise pour faire en sorte que, eh bien, on relie le monument, le chemin, et qu'on développe aussi un intérêt pour ce chemin, et qu'on mette en place un certain nombre d'actions qui sont des actions de signalétique, qui sont des aménagements, qui vont aussi montrer à des visiteurs, à des cheminants ou à des pèlerins qu'on est attentif à eux et qu'on met en œuvre effectivement un certain nombre d'actions qui vont leur permettre déjà d'être bien accueillis, de prendre soin d'eux. J'ai aussi apprécié la référence à la question du care et du soin. Et en même temps, un travail qui est en cours sur la question de l'interprétation, c'est-à-dire comment ce chemin qui traverse un territoire, c'est aussi une fenêtre sur le territoire en termes de compréhension des paysages et de la vie le long du chemin. Alors, donc ça, vous vouliez passer donc sur des exemples. Ça, c'était un exemple. Ça, c'était le premier exemple. Effectivement. Le deuxième exemple, excusez-moi, je parlais de fenêtre sur le territoire, c'est un projet qui s'appelle Fenêtre sur le paysage, qui est un projet qui n'est pas porté ici, mais qui est porté sur un autre itinéraire, sur d'autres tronçons qui sont inscrits au patrimoine mondial. C'est la question de la création artistique comme moyen à un moment d'interpeller, de donner une autre attractivité et de croiser aussi d'autres enjeux qui ne sont pas simplement l'enjeu de l'itinérance et du tourisme, mais qui sont aussi l'enjeu de la biodiversité notamment, l'enjeu de la ressource locale, etc. Donc ce projet, c'est un projet de parcours d'œuvres d'art refuge qui ont une fonction d'usage, sur lequel on peut passer une nuit, faire une pause, une halte, qui sont confiés à des architectes qui vont réinterpréter pour la première œuvre l'architecture vernaculaire, l'architecture locale, et qui vont retravailler à partir des matériaux locaux. Donc on est sur la ressource locale, on est sur la réouverture de micro-carrières, sur l'utilisation de ce matériau pour la restauration du patrimoine, et on est aussi là, dans un parc naturel régional, un géoparc mondial UNESCO, une autre politique de l'UNESCO, et on est aussi sous le ciel nocturne, un des plus beaux ciels en France. Donc voilà, c'est aussi des expériences concrètes qui permettent d'aborder la question du patrimoine mondial autrement. Et puis dernière action, et je vais être encore plus court, c'est la question de la mobilisation des habitants et des citoyens autour du chemin et autour du patrimoine mondial, c'est-à-dire que quelle place pour les habitants dans la gestion de ce patrimoine. On a une très belle expérience, pas tout à fait ici, mais on pense qu'on va prolonger ici et sur d'autres territoires, d'une expérience qui s'appelle 1000 mains à la pâte. Ce sont 500 bénévoles qui se retrouvent sur une journée et qui vont se mobiliser autour de la restauration du patrimoine le long du chemin. C'est aussi un geste d'accueil, c'est aussi un geste fort pour les personnes qui arrivent et qui traversent ce territoire, et c'est aussi un beau moyen de sensibiliser les habitants à cette question, à cette valeur universelle exceptionnelle et à cette relation entre ce qui fait mon patrimoine et entre le local et l'universel, entre le soi et le collectif. Voilà, pour terminer ce que je peux dire ce soir. Merci infiniment. Alors on va passer aux questions. Finalement, à travers toutes ces interventions qui ont été très denses, on a découvert tout un écosystème d'acteurs locaux qui interagissent en complémentarité sur les espaces et qui œuvrent à la préservation des patrimoines. Je dirais que, en fait, on a découvert que vos actions en fait répondaient à un enjeu d'harmonie qui est la condition même du vivant. On va passer aux questions de la salle. Oui, alors moi j'avais juste une question. Depuis le début, on parle beaucoup de labels et d'étages administratifs pour préserver le patrimoine et l'environnement. Mais on parle aussi beaucoup du tourisme. Et aujourd'hui, on peut, même s'il y a eu le Covid, on est encore. Le tourisme s'inscrit dans un tourisme de masse. Donc, et on le voit avec le succès des chemins de Compostelle. Est-ce qu'aujourd'hui, le tourisme de masse, il est compatible avec la préservation du patrimoine et de l'environnement? Et si oui, comment éveiller la conscience écologique des touristes qui vont venir une journée au Pont du Gard parce qu'ils viennent dans le sud de la France et envoyer un selfie devant le Pont du Gard?
comment faire plus, éveiller vraiment une conscience écologique du touriste citoyen ou inversement du citoyen touriste. Alors la question peut se poser à vous 4 ou enfin à vous 6 même. On n'aura peut-être pas le temps, mais... Moi, je peux commencer à répondre sur l'engouement des chemins de Saint-Jacques. Alors, c'est très différent d'un chemin à l'autre. Je disais tout à l'heure, sur le chemin du Puy-en-Velay, on est sur 20 000, et donc ça commence à poser un certain nombre de difficultés. Sur d'autres itinéraires, on est à 1000. Voilà, c'est le cas ici. Donc, on n'est pas sur du surtourisme pour l'instant sur la plupart des itinéraires en France, et on est loin des fréquentations espagnoles. Donc, on a souvent en tête l'Espagne, parce que à la fin, c'est 300 000, 350 000, mais bien avant, c'est beaucoup moins. Alors là, néanmoins, sur la partie où il y a beaucoup de flux, il y a un travail qui se fait à plusieurs niveaux. Il y a un travail d'information avant le départ, de sensibilisation des territoires, des publics qui vont partir sur les territoires qui sont traversés, à travers une charte du randonneur, à travers des démarches de sensibilisation. Vous marchez, ça veut dire quoi? Il y a un impact, vous n'êtes pas tout seul. Voilà, vous pensez que vous êtes tout seul, mais vous êtes 20 000 dans une année à passer, et donc forcément, ça a un impact de tassement, etc., etc. Donc ça, on transmet des messages très, très, très concrets pour sensibiliser les personnes avant le départ, et puis pour les sensibiliser pendant, en travaillant avec l'ensemble des acteurs. On a parlé de réseau d'ambassadeurs tout à l'heure, etc. On travaille sur une charte d'accueil pour les hébergeurs sur les chemins de Compostelle. Il y a l'engagement des hébergeurs. Il y a aussi, dans l'engagement des hébergeurs, la connexion avec le territoire sur lequel ils sont, sur la question notamment de l'alimentation, des circuits courts, de la valorisation des productions locales. Mais il y a aussi un travail à faire de la part des personnes qui sont accueillies dans ces hébergements en termes de comportement, d'attitude, etc. Mais c'est évident que c'est une belle opportunité pour découvrir aussi des modes de production agricole, par exemple, et des réalités de paysage. Mais il y a un vrai travail de sensibilisation qu'il faut encore approfondir, c'est certain. D'autres réactions? Oui, peut-être pour la partie Camargue, peut-être avant de laisser la parole au secteur et au territoire du Gardon. Donc, la Camargue, effectivement, il y a un énorme attrait touristique balnéaire, je dirais, en tout cas sur cette frange littorale. C'est l'ensemble de la frange littorale. Alors, c'est vrai que côté gardois, il y a des installations très conséquentes issues de la mission Racine, qu'il n'y a pas, mais il y a quand même qu'il n'y a pas côté Bouches-du-Rhône, même s'il y a un attrait, un aménagement et un développement de ce tourisme du bord de mer. Je dirais, nous, côté gardois, la problématique, c'est plus d'essayer de structurer l'offre touristique sur l'ensemble de ce territoire, c'est-à-dire ne pas rester concentré que sur le bord de mer, mais bien de pouvoir aussi montrer qu'il y a d'autres choses à découvrir sur l'ensemble du territoire, et que ce soit organisé de façon harmonieuse, justement pour veiller à préserver les milieux. Donc c'est pas les milieux du bord de mer, mais c'est des milieux de zones humides, donc des marais d'eau douce, des prairies humides, voilà, des roselières et des choses comme ça. Alors l'avantage de la Camargue, c'est que c'est quand même assez structuré par des canaux, et que l'accès sur ces sites est quand même très compliqué, et c'est pour ça qu'il est important aussi d'offrir aux visiteurs sur l'ensemble de la Camargue des lieux justement de découverte et d'observation et d'immersion dans ces milieux, qui sont pour le coup aménagés, structurés et prévus pour cela, hein. Donc ces aménagements sont faits, adaptés pour justement veiller à concilier la fréquentation du public et le respect de ces milieux, donc de la faune, de la flore et de ces milieux-là. Je rebondis pour terminer mon intervention sur ce point, en lien avec alors ce qui a été appelé ambassadeur, mais effectivement, on a des réseaux aujourd'hui d'acteurs sur le territoire, qui soient dans le monde du tourisme, mais pas que. Nous avons, dans le cadre de la réserve biosphère, des éco-acteurs qui sont là aussi pour porter un message. Donc ces réseaux d'acteurs du territoire sont très importants, parce que c'est eux qui sont là aussi pour véhiculer les messages et des messages qui vont dans ce sens-là, dans ce qui a été évoqué, et à différents niveaux. Je dirais, ça concerne le tourisme, mais pas que, hein. C'est pour ça que dans les éco-acteurs, vous avez des acteurs associatifs, des écoles, des entreprises, des particuliers, des associations, ce qui permet comme ça de pouvoir mieux partager cette approche du territoire, sa richesse et puis sa fragilité aussi, et justement pouvoir le partager à tous les niveaux, que ce soit avec le public, enfin les habitants de ce territoire, mais aussi avec un public plus de passage qui est le public touristique. Voilà.
Monsieur Arnaud, vous souhaitiez compléter? Oui, c'est la question majeure. Et personne n'a la réponse aujourd'hui parce que c'est une réponse collective. D'abord, le tourisme de masse, qu'est-ce que c'est? 1 million de visiteurs au Pont du Gard, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup quand c'est que sur 3 mois, c'est pas beaucoup quand c'est sur une année. Aujourd'hui, il y a 20 ans, quand la puissance publique a décidé de protéger le site du Pont du Gard, eh bien, elle a fait en sorte que les flux de visiteurs puissent être acceptés par le site, et aujourd'hui, il est bien préservé. Mais ce n'est pas la solution, parce qu'on voit aujourd'hui, il y a une course au label, parce qu'au bout du bout, ce qu'on veut vendre, c'est l'UNESCO. On veut dire qu'on est UNESCO parce qu'on est unique, et donc parce qu'on est unique, eh bien, il faut venir nous voir, et puis il faut venir faire ce fameux selfie, et puis on aurait raté sa vie si on n'avait pas vu les 10 plus grands sites UNESCO du monde. Voilà. Et donc ça reste des enjeux essentiels, et quand on est gestionnaire d'un monument comme le site du Pont du Gard, mais l'abbatiale à côté aussi, c'est qu'on a un plan de gestion. Et dans ce plan de gestion, eh bien, on doit prévoir absolument cela. Quel maillage il y a sur le territoire aussi pour que, eh bien, quand on vient au Pont du Gard, naturellement, 95% des visiteurs viennent en voiture. Voilà. Ça, c'est la réalité. Et c'est une problématique. Donc ensuite, il y a comment on vient au Pont du Gard. Est-ce qu'on y vient et est-ce qu'on y reste une demi-heure, on fait le fameux selfie, avant c'était la carte postale, et puis on s'en va, ou est-ce que, eh bien, au moins on se déconnecte des enjeux de ce monde pour justement profiter des messages qu'on a à faire passer de manière ludique, de manière pédagogique, selon ce qu'a envie le visiteur, parce qu'il n'est jamais le même. Et c'est ça aussi qu'il faut travailler sur le site. Et puis c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la seule gestion du Pont du Gard et ses 2 parkings et son cheminement, si c'est juste ça, alors le gestionnaire a tout raté. C'est son ancrage local qui est Uzès, qui est Nîmes, qui est Beaucaire, qui est en fait tout ce territoire qui est Avignon aussi. C'est tout ce territoire-là qui fait qu'on doit travailler en synergie. Mais je n'oublie pas en même temps que il y a la course au label, donc UNESCO, et on voit qu'il y a des villes qui veulent devenir UNESCO parce que ça fera venir des touristes au bout du bout, en oubliant tout ce que ça oblige, quoi, comme ça apporte comme obligation pour tout le monde. On est aussi dans une course aujourd'hui où on fait pas une réunion. Je ne fais pas une réunion, moi, qui ne se termine pas sans une marque. Voilà, il faut faire des marques. Il y a des marques de partout, et ces marques se terminent toujours par des campagnes de communication derrière. Et puis, moi, je vois petit à petit glisser tous ces labels, tous ces réseaux de labels, où on défend un label, on défend une belle idée, et puis petit à petit s'immisce l'idée du tourisme. Et puis, en fait, on fait du tourisme à la fin. Et puis après, on dit qu'on va faire du tourisme... Alors, on dit durable maintenant, parce que mais à l'arrivée, c'est du tourisme de masse aussi. Et donc, voilà, on a cette société aussi qui nous amène vers là-dessus, des collectivités qui font... regardons les médias locaux, à qui fait ces 3 affiches dans le métro parisien, parce que ça fait bien de faire des affiches à Paris, quoi. Voilà. Donc, on est tous là-dessus, et c'est une vraie réflexion globale, collective à prendre en compte. Je parlais de sens tout à l'heure, c'est un sens collectif qu'il faut avoir là-dessus, et cet enjeu est majeur, et personne n'a la réponse. C'est pas parce qu'on est à la tête d'un établissement public, quel que soit le monument, qu'on a une réponse. On essaie de trouver des solutions, mais là aussi, elle est globale. On va prendre peut-être une deuxième question. Ensuite, on vous laissera aller manger. Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'ai une question, c'est plus par rapport à la question de la mobilité douce, en fait. Je sais qu'il y a des grands projets d'aménagement de voies cyclables autour de votre territoire. Et je voulais savoir comment vous envisagez le développement du cyclotourisme, des mobilités douces. Est-ce que vous travaillez sur ces questions, etc. C'est une question très ouverte, hein. C'est pas une question piège. Je vais répondre là aussi, parce que 2 voies vertes arrivent de part et d'autre du Pont du Gard. Donc on est au milieu d'une voie verte. Voilà. Là, c'est pareil. On connaît tous les enjeux du déplacement doux et de cette nécessité-là aujourd'hui. Sauf que quand on arrive sur un site unique au monde, à un moment donné, eh bien, certains veulent juste passer devant. Comme on passerait devant une église, comme on passerait devant un arrêt de bus, eh bien on veut passer sur le Pont du Gard parce que c'est sympa. Non.
on veut aussi se promener au pont du Gard tranquillement, regarder en l'air. L'autre fois, je passais sur le pont du Gard, en plus c'était une réunion avec des gendarmes, donc comme quoi l'autorité est plus tout à fait là. On y avait une dizaine de gendarmes. Ben, une dame est arrivée avec son vélo, puis elle klaxonnait parce qu'on l'a gênée. Voilà, mettez-vous de côté, on veut passer. Et donc on a cette cohabitation là aussi. C'est comment on va sur les lieux, et c'est majeur, mais comment on cohabite. Aujourd'hui, un VTT électrique va à 30-40 à l'heure. Un guidon, c'est à la hauteur de la tête d'un gamin. Voilà. Ce sont tous ces enjeux-là qui sont majeurs. Et je ne dis pas qu'il faut tout supprimer ou tout accepter. Il faut trouver les bons compromis, fixer un cadre, fixer des règles et les faire respecter. Nous, on travaille forcément sur les mobilités douces, mais plutôt sur l'itinérance pédestre aujourd'hui. Et donc, ça suppose effectivement, on voit qu'il y a un engouement, on voit qu'il y a des changements de pratiques, on voit qu'il y a une méconnaissance des territoires, on voit qu'il y a une méconnaissance de ce que ça veut dire, parfois une impréparation, etc. Donc, il y a... et que la pandémie a encore accéléré ce phénomène-là. Donc on a des gens qui veulent effectivement partir, qui ne sont pas forcément toujours prêts, ou qui ne sont pas toujours respectueux des territoires sur lesquels qu'ils traversent. Je reprenais l'exemple, on a l'exemple du bivouac en ce moment, où c'est compliqué le bivouac, voilà. Ça pose plein de questions, parce qu'il y a effectivement il y a moins d'hébergement, ou il y a plus de contraintes liées au protocole sanitaire, et donc du coup il y a un développement puis c'est une certaine liberté, le bivouac, etc. Ben, néanmoins, quand vous avez quelqu'un qui tous les 2 jours a quelqu'un dans son jardin, au fond de son jardin, qui plante sa tente, etc., ça génère effectivement des conflits à un certain moment. Donc tout ça, ce sont plutôt des signes un peu nouveaux, et pour lequel, là aussi, on a des réponses qui se construisent en même temps. Et puis, il y a des phénomènes de mode. Je pense que cette année, alors on verra, on fera le bilan en fin de saison, mais je pense que sur le chemin de Stevenson, cette année, il va y avoir beaucoup de monde. Parce qu'il y a eu Antoinette dans les Cévennes, parce que vous regardez des tours en France aujourd'hui sur les Cévennes, parce que toute la presse est là-dessus. Donc, il y a des moments, alors qu'on fait partie du réseau des grands itinéraires pédestres en France, avec la Fédération de la randonnée, plein d'itinéraires, la Régorde, enfin, il y a beaucoup d'itinéraires. Et il y a de l'espace et il y a de quoi faire. Et c'est vrai qu'à un moment, on va se retrouver. Il y a eu Compostelle à un moment, il y a encore un peu, on ne va pas dire que... Mais il y a des phénomènes comme ça, et là, c'est Stevenson cette année. Enfin, ce n'est pas complètement nouveau, mais ça va sans doute s'accélérer. Et puis, il y a une dernière réflexion sur la question du vélo. C'est vrai qu'il y a un engouement très fort pour le vélo. Nous, on le voit de la part des collectivités qui nous sollicitent en disant il faut développer des itinéraires à vélo Saint-Jacques. Donc il y a des réflexions en cours, pas tout à fait ici, plutôt sur la partie ouest de la France. Là, en gros, le faisceau Paris-Tours, Bordeaux, et puis le faisceau Vézelay, etc. Mais moi, ça m'interroge, en fait, parce que du coup, il y a beaucoup d'aménagements qui sont prévus, beaucoup d'itinéraires, etc. J'ai un certain nombre de questions par rapport aux investissements que ça va supposer aussi, et au caractère pérenne de cet engouement et de cet intérêt. Mais voilà, tout ça va s'observer dans les prochaines années, ouais.